qui s'appelle Chronospedia. J'ai eu l'occasion de le présenter dans le même cercle il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on aimerait vous montrer où sommes-nous après 2 années de développement. En termes de démarche, le projet est né d'une façon un peu inhabituelle pour nous. Développement R&D qu'on fait chez nous, mais plutôt des besoins venant de monde d'origine. Et c'est le constat. L'activité industrielle dans le monde de la montre, elle existe, elle est très active. C'est pourquoi, pour ce qui concerne la montre, elle est beaucoup moins menacée. Et de ce point de vue, elle est peut-être moins prioritaire en termes de sauvegarde et la transmission. C'est pourquoi le centre de notre activité, elle concerne surtout cette partie de l'horlogerie. Donc, l'absence d'enseignement, c'est tout à fait logique. Quand vous n'avez pas de débouché industriel, vous ne formez pas des élèves. C'est le cas en France, c'est le cas en Suisse, c'est un peu le cas partout dans le monde, même si en Angleterre, la situation est légèrement différente. Le deuxième problème, c'est le problème de vieillissement physique des horlogers qui sont en action. La majorité sont des personnes, en tout cas ceux qui continuent à travailler, qui ont une 60aine d'années à peu près, et il est clair que dans les années à venir, ils vont partir et le savoir-faire disparaîtra avec leur départ. Comment ? Merci. Donc, un autre point qui existe, aujourd'hui, toute la documentation qui concerne l'horlogerie, elle n'est absolument ni structurée, ni regroupée. Et si on ne fait aucune action urgente avant que les horlogers disparaissent physiquement, et ça risque d'arriver relativement rapidement, récemment, on a essayé de lister nominativement les horlogers encore actifs en France et qui travaillent sur ce type d'objet. Il n'a pas plus d'une vingtaine de personnes. Donc, ça peut arriver assez vite et d'une façon dramatique et brutale. Si on ne fait rien, d'ici quelques années, l'horlogerie basculera dans l'archéologie. On parlera d'archéologie horlogère en France. Encore une fois, en Angleterre, on peut parler de la situation est légèrement différente, mais pour ce qui concerne l'horlogerie française, c'est un vrai gros problème. Et l'idée qu'on a eue, elle vient des expériences assez nombreuses, intéressantes sur plusieurs années, qui a été faites par un horloger lyonnais, qui n'est pas très loin d'ici, il n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il faut qu'il travaille de temps en temps, qui s'appelle François-Simon Fustier, qui est maître horloger, mais en plus d'être maître horloger, il est maître d'art. C'est un titre honorifique du ministère de la Culture qui est décerné tous les 2 ans à 8-9 métiers sur 250 existants.
Il est le seul maître d'art en horlogerie en France et vu la fréquence avec laquelle le titre est décerné, il va rester le seul pour toujours. Et lui, dans son travail, il a commencé à utiliser 3D, en particulier 3D sur la base de SolidWorks, avec l'idée de créer le jumeau numérique, travailler sur le jumeau numérique, vérifier, faire fonctionner, et avant d'intervenir sur une vraie horloge historique. C'était sa démarche, longue, compliquée, mais il nous a paru extrêmement intéressant. Et quand j'ai fait connaissance avec François, il y a moins de 3 ans, on en a parlé, et l'idée nous est venue qu'en fait, le fait qu'il arrive à transférer les compétences et le savoir-faire horloger dans le monde informatique, ça nous donnera des pistes pour sauvegarder ce savoir-faire. Il y a un autre point qu'on a découvert au fil de nos discussions entre nous, mais également avec de nombreux musées, des musées qui ne sont pas si nombreux que cela, mais en tout cas avec tous les musées français d'horlogerie, que malgré le fait que le nombre d'horloges produites dans l'histoire d'humanité, surtout européenne, à partir du XIIIe siècle jusqu'à, on va dire, l'antième, est presque infini, ça se compte en millions, le nombre de mécanismes réellement différents, il est remarquablement limité. Parce que c'est un métier qui marchait toujours par copiage. Et très peu d'inventions technologiques et scientifiques qui ont fait évoluer les mécanismes, ils ont eu leur impact, mais en termes de nombre de mécanismes réellement différents, il y en a peu. C'est pourquoi cet exercice, à cause de cela, en grande partie, devient faisable. Il suffit de modéliser quelques mécanismes principaux pour conserver une grosse partie de savoir-faire. Bien sûr, après, on peut aller chercher des horloges historiques différentes, connues, les plus belles, l'horloge de Strasbourg, tout ce que vous voulez. Mais ça n'ajoutera pas nécessairement la sauvegarde de la compétence horlogère. Le fait que l'exercice devient faisable et on a des pistes, ça nous a permis d'aller plus loin et aujourd'hui, 2 années plus tard, le projet s'est développé assez rapidement. On arrive à construire une collaboration assez importante, très fructueuse. Il y a grosso modo une quarantaine de structures dans la collaboration aujourd'hui. Ça fait beaucoup. Nous avons les vraies difficultés de gestion, ne serait-ce qu'en termes de communication, et qui arrivent à regrouper sur un périmètre franco-suisse aujourd'hui et très probablement assez rapidement sur le périmètre également anglo-saxon, des partenaires qui viennent à la fois de monde d'horlogerie, que ce soit les horlogers qui ont ce type de compétences, les associations d'amateurs. On a 10 musées plus ou moins spécialisés en horlogerie qui participent au projet, mais également, et ce qui nous intéresse beaucoup en termes de transmission de monde de l'enseignement, que ce soit les lycées spécialisés en France ou en Suisse, anciennement les lycées d'horlogerie, mais également des écoles d'ingénieurs à qui on propose les modèles en guise d'exercice pour les étudiants et ils sont ravis de les avoir. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse énormément, et c'est pourquoi on est venu vous voir et on est ravis d'intégrer Humanum, le monde de la recherche dans les différents aspects, à la fois en termes de production des modèles, si on va en parler tout à l'heure, la sauvegarde le plus adapté parce qu'on vise la sauvegarde éternelle, entre guillemets, en tout cas le plus long possible, en sachant que les personnes qui vont créer Chronospédia disparaîtront et donc il faudra le transmettre, mais également, bien sûr, tous les développements de R&D que vous faites et dont on aimerait bénéficier et on sera ravis de collaborer. Après 2 années de travail assez intense, on peut dire que pour nous, l'essentiel de tests sont des tests qui sont réussis. On sait que l'exercice qu'on s'est posé il y a 2 ans, il est faisable. C'est pourquoi on va y aller et on passe à la mode de production
encore une fois, pour nous, l'urgence, elle est évidente. Nous disposons de quelques années pour former au moins l'essentiel, le cœur de cette base de données, en laissant aux futurs collègues horlogers, chercheurs, élèves, la poursuite de remplissage, le maintien, élargissement à d'autres types d'objets en utilisant les méthodologies développées. Et donc, si on arrive à trouver des financements nécessaires, à la fin peut-être je dirai deux mots sur les financements qu'on a eu juste maintenant, a priori, d'ici 4-5 ans, on remplira le cœur de cette base de données qui va comporter des éléments les plus importants. Je te passe la parole pour continuer et présenter un peu les développements. La future base de Chronospedia, elle contiendra toutes sortes de contenus, donc pas seulement des modèles 3D. Donc, comme le disait Constantin, il y aurait peut-être d'abord une vingtaine de modèles qui résumeraient un peu tous les types d'horloges, tous les mécanismes qu'on peut avoir. En plus de ça, on a déjà quelques vidéos qui ont été réalisées à partir de ce modèle qui permettent de faire de la méditation, on reviendra plus tard. On a aussi des fiches d'inventaire de musées en horlogerie qui sont partenaires du projet, avec des photos et un descriptif de métadonnées. On a aussi des fiches techniques sur des horloges, donc ça peut être des fiches de réparation spécifiques à certains types d'horloges ou pour détecter des pannes, des choses comme ça. On a des sons qui ont déjà été en partie captés déjà par Mélène, par Hélène. On a aussi des textes, donc on a notamment des revues d'une association d'horlogerie, on a des manuels, de vieux manuels d'horlogerie qui viennent de Cluse. On a aussi des livres qui décrivent un peu l'historique, par exemple, d'un type d'horloge, des articles différents, donc avec à chaque fois le texte et des métadonnées associées. Ce qu'on prévoit aussi d'avoir, c'est un glossaire qui répertorie un peu tout le langage spécifique à l'horlogerie, avec une bibliographie, et aussi dans le site, une rubrique SOS panne qui décrirait les pannes courantes et comment les détecter. Donc la forme est à venir, on ne sait pas encore si on se sera fait avec par exemple de la 3D ou avec un questionnaire qui permettrait à quelqu'un, en se posant des questions, de détecter une panne. Donc moi je travaille à l'INIST, dans un service qui propose des sites sous OMKS, donc il y a un CMS pour la création de bibliothèques numériques. Donc on a un peu plus de 30 projets, si je compte ceux qui sont en cours, ceux qui sont déjà en production, dont du coup Chronospedia. Et donc Chronospedia est fait avec ce CMS aussi. On utilise OMKS et on maintient une espèce de plateforme de référence qui nous sert en fait à le répliquer facilement et à pouvoir le maintenir facilement, puisque c'est assez facile de faire un site, mais un constat qu'on a avec beaucoup de labos, c'est de le maintenir et le garder en vie, que ce soit en termes de sécurité ou de fonctionnalité, avec les mises à jour. Ça, c'est plus complexe. Donc, nous, on a mis en place un certain nombre de modules qu'on a testés, préconfigurés, dans ce qu'on appelle une plateforme de référence, donc qui est réplicable, dans lequel on trouve des modules qui permettent, par exemple, de faire de la recherche assez avancée avec Solar, donc avec des facettes sur le côté qui permettent de filtrer la recherche. On a des modules de cartographie, on a notamment un module qui permet de faire de l'OIPMH, d'être motionné par Isidore. On utilise beaucoup les API 3IF, c'est un standard qui permet de partager des images avec des métadonnées sur le net, en JSON-LD et les décrire. Et proposer aussi une espèce de streaming d'images haute résolution avec des vidéonauts qui sont capables de découper des morceaux à la volée. Donc, il faut des serveurs compatibles et tout ça. Et donc, plus récemment, on a notamment testé pour Chronospedia l'intégration d'une de modèles 3D, mais du coup, ça rejoint une plateforme de référence qui est réplicable. On utilise aussi toutes sortes de plugins qui permettent l'utilisation de thésaurus en ontologie. Donc, on a des thésaurus comme Joconde ou Pactol qu'on peut utiliser, qui sont sur OpenThésor, on peut le relier assez facilement à OMKS.
Et donc voilà, on essaie de respecter les principes FAIR au maximum et d'avoir une interopérabilité des données. C'est super important dans, dans la continuité. Donc maintenant, pour vraiment parler de modèles 3D, donc effectivement, dans Nespedia, les modèles sont faits sur SolidWorks, qui est un logiciel de Dassault Systèmes, et Dassault Systèmes nous prête à tous les participants du projet la suite 3D Experience. Donc, qui est une suite complète avec énormément d'outils, dont une version de SolidWorks qui s'appelle SolidWorks Connected. Donc, c'est des modèles CAO, mais ça ne nous empêche pas ensuite de les exporter dans des formats plus ouverts, parce qu'effectivement, SolidWorks, ils utilisent un format propriétaire. Donc, c'est important pour l'archivage de garder un format CAO un peu plus ouvert. Donc, on s'est tourné vers Step, on s'est fait conseiller, notamment en partie par des noms qui sortent, on échange un peu l'an dernier. Et pour avoir un maillage pour la présentation sur le site web, on utilise beaucoup GLTF. À la demande des musées, avec ces modèles 3D, il y a eu un besoin de créer des vidéos de médiation. Donc, on a un artiste qui fait ça, qui s'appelle Elliot, donc j'ai mis son site entre parenthèses. Je vais faire une petite démo juste après, montrer un peu le résultat. Lui travaille avec Blender à partir du GLTF qu'on ressort de SolidWorks, qui fait des plans de caméra, des animations et qui en ressort une vidéo pour présenter un peu les modèles 3D. Donc ça ressemble à ça, et je vais juste sortir la vidéo. Donc la vidéo, elle ressemble à ça. Donc ça, c'est l'horloge de la ville de Lamure qui a été rénovée entièrement par François-Céline Fustier, donc l'horloger à l'origine du projet. Et donc là, on voit le remontage de l'horloge. Donc voilà, Elliot a beaucoup travaillé sur cette animation. Elle est encore en cours. Hein. Ils m'ont envoyé sa dernière version, mais ils n'ont pas encore finalisé. Donc là, on voit le remontage qui est en train de se faire. Mais Elliot a notamment travaillé aussi avec le musée. C'est aussi pour ça qu'il a rejoint le projet. Il avait déjà fait des vidéos pour plusieurs musées. Pour le musée de Toulouse, des arts précieux pour lesquels ils ont fait les 3 modèles assez remarquables qui sont aujourd'hui exposés au musée. À côté des horloges, c'est des choses absolument géniales. Donc voilà, je vais s'arrêter là. Mais d'ailleurs, la boîte d'horlogerie qui était le prestataire de ce travail a fait faillite pendant le Covid. Il faut bien voir que les horlogers sont des structures qui sont extrêmement fragiles économiquement. C'est pourquoi la disparition pourrait être même plus rapide. Donc du coup, notre problématique, c'est de recréer en 3D des horloges qui sont existantes. Donc j'ai échangé avec la personne qui est en charge de la reconstitution 3D de SolidWorks. Donc il m'expliquait que ça prenait énormément de temps à refaire, puisqu'il faut faire pièce par pièce de chaque rouage, l'assembler ensuite, vérifier qu'il n'y ait pas de décalage par rapport à la vraie horloge. Donc pour ça, il faut avant se baser essentiellement sur des photos qui étaient prises sur l'horloge en vrai. Et donc, l'idée est venue assez rapidement de faire des tests de scan, donc notamment avec de la photogrammétrie pour accompagner cette rétroconception qui consiste à reconstruire l'horloge entièrement. Donc, on avait fait des premiers tests avec une application smartphone. C'est assez pratique d'avoir un outil de photogrammétrie un peu basique avec un appareil qu'on a tous dans la poche. Donc, il s'appelle Reality Scan, qui est développé par Epic Games, qui permet en fait de mettre ensuite le modèle sur Sketchfab. C'est eux qui font le calcul ensuite à partir des photos qu'on envoie. Mais on a aussi fait des tests avec des scanners plus précis, parce que voilà, une horloge, si on rentre dans les petits rouages ou dans le cœur du mécanisme avec la photogrammétrie, c'est pas forcément l'outil le plus adapté, mais ça avait déjà pas mal aidé. Donc, on a fait des tests avec des scanners laser, je crois, pour tester très rapidement. Donc, là, j'ai demandé à Laurent qui travaille là-dessus une photo, une capture d'écran sous SolidWorks, de comment il peut se baser du modèle qui vient de la photogrammétrie pour ensuite poser des repères visuels sur SolidWorks et avoir un calque en fait pour reproduire l'horloge. Et donc apparemment, ça facilite quand même pas mal le travail.
Et donc ça, c'est un scan qui avait été fait au musée Paccard à Annecy, donc c'est pour une horloge comptoir de l'édifice. Donc ça donne ça. Donc, en jaune, c'est le modèle aussi de la photogrammétrie, et tout le reste, c'est le modèle qui a été réalisé sur ce qu'on peut voir en tac. Donc, pour résumer un peu notre workflow, on a parfois un scan 3D, ça n'a pas été fait à chaque fois forcément, on avait déjà des modèles aussi sous la main. Donc, il y a une CAO qui fait sous SolidWorks. À partir de SolidWorks, on garde un step pour l'archivage, mais on exporte aussi du GLTF pour ensuite l'ouvrir, notre artiste l'ouvre sous Blender pour faire ses vidéos de médiation, mais aussi garder l'animation, puisque GLTF est compatible avec les animations, donc ça, c'est encore des tests qu'on est en train de faire. Le but, ce serait aussi de garder l'animation qui est faite pour la vidéo et de la mettre sur le web, sur le site web. Donc, cette animation, elle sert pour la vidéo et pour l'export GLTF. On a encore des réflexions en cours, donc en termes de métadonnées, on s'est aussi un peu aidé forcément du descriptif du conservatoire du consortium 3D. On est en réflexion aussi sur l'archivage, voilà, à mon avis, il faut garder le format de fichier entre chaque étape, donc le step, le fichier propriétaire SolidWorks, le fichier blender.blend et le GLTF animé. Donc, voilà. Il y a aussi des problématiques de multi-animation, peut-être s'il y a plusieurs animations stockées dans un modèle, voilà, il y a des choses peut-être à faire en termes de visionneuses. Donc, je vais présenter ensuite un peu justement ce qu'on a testé au niveau visionneuse. Donc, moi, j'avais un peu fait des recherches et j'étais tombé donc, déjà sur Modelover, qui est pas mal utilisé par Google. Quand vous faites une recherche sur Google de certaines choses, si vous tapez par exemple des animaux que vous pouvez trouver sur Wikipédia, vous tapez une espèce, par exemple éléphant, requin, vous avez un modèle 3D qui est proposé. En fait, la visionneuse derrière, c'est Modelover. Et donc, ils ont tout un tas d'expériences réalité augmentée avec cette visionneuse. Donc, cette visionneuse permet déjà pas mal de choses. Et à côté de ça, j'avais testé Smithsonian Voyager, qu'on a déjà vu l'an dernier dans une présentation qui a été faite vraiment par nos amis de projet Thesaurus, et Corpus, donc, qui permet notamment d'annoter des modèles, de faire des parcours dans le modèle avec des mouvements de caméra. Donc, elles ont des fonctionnalités un peu différentes et complémentaires, mais ce qui serait bien, ce serait de fusionner ces fonctionnalités, en fait. Donc, voilà, il y a des choses à réfléchir et à faire, peut-être même de créer même d'autres fonctionnalités, parce qu'on a pas mal de besoins pour montrer un peu une horloge au les futurs. Donc, forcément, c'est les visionneuses web, la plupart du temps, utilisent Prediget, donc ces deux-là, c'est le cas. Et sont compatibles avec WebXR, qui est une API des navigateurs qui permet des expériences en réalité augmentée, virtuelle, selon ce que vous avez branché sur votre ordinateur ou votre téléphone. Donc, c'est quelque chose qui interface avec des appareils. Donc ici, c'est une capture d'écran d'une page item, par exemple, d'OMKS. Donc, on peut voir en bas à droite que j'ai intégré un modèle 3D. Si j'ai le temps, je ferai rapidement une démo, je vais bien plus me donc, on voit ici toutes sortes de métadonnées. Enfin, on est encore en train de travailler dessus, rien n'est définitif. Ici, un modèle 3D qui intègre à la page lorsqu'on vient poser un fichier GLB en tant que média dans le MKS. Du coup, la visionneuse s'affiche automatiquement sur la page. On avait fait plusieurs tests de réalité virtuelle aussi. C'était tout fait dans le cas de présentation dans des salons pour montrer un peu une horloge en réalité virtuelle. Et comme je le disais, on utilise des visionneuses qui sont compatibles au Pixar. Donc, si vous allez sur le site avec un smartphone, par exemple, vous pourrez voir en réalité augmentée le modèle. Donc, on a un site de démo qui est fait pour ça, qui est chronospedia.com, sur lequel il y a déjà quelques modèles. Donc, c'est un site qui est là en attendant la première version de la base sous MKS, qui nous permet de communiquer, de faire des démos de 3D. Donc, voilà, si vous voulez rapidement un QR code, qui permet d'accéder au site. Donc, je vous montrer. C'est un site qui apprend de ça. Et donc ici, on a notamment, il y a un des modèles qui a été animé par Elliott. Et donc on a un GLTF animé.
Donc l'horloge bouge. Donc on peut voir que le balancier balance et qu'ici l'échappement est en mouvement. Il ne manque que tic-tac. Ouais, Il faudra ajouter la musique, ce qui est la demande explicite de pas mal de musées. Donc rapidement, très rapidement, ça c'est le site qui est en construction sous Mécaël, donc qui n'est pas encore au public. Donc on a une page d'accueil qui décrit un peu les notions générales d'horlogerie, avec qui renvoie vers le glossaire. On pourrait imaginer que sur le thème de glossaire, il décrit l'échappement. On a renvoyé ensuite vers ces différents types d'échappement. Ensuite, on pourrait trouver des horloges qui utilisent ce type d'échappement, avec peut-être un modèle 3D qui permet de visualiser l'échappement en fonctionnement. Et, enfin, voilà. Et donc, par exemple, si je vais dans le moteur de recherche, on voit ici qu'on a toutes sortes de contenus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher un des modèles 3D, c'est la capture d'écran que je montrais tout à l'heure, avec ici la visionneuse dont je parlais, qui est assez brute de fonderie ici, puisqu'on n'a pas ajouté grand-chose, mais voilà, qui permet là, il peut monter le téléphone aussi. Ici, toutes les métadonnées qu'on a jugé utile de mettre, avec des renvois. Par exemple, ici, c'est comme il s'agit d'une horloge, d'un mécanisme d'horloge comptoise. Et voilà, on a une fiche de glossaire qui décrit l'horloge comptoise, avec ici des items de musée, du musée de Besançon, qui décrivent l'horloge comptoise. Elle en trouve une ligne de 3 qui permet du coup d'échanger dans un format interopérable en JSON-LD l'image avec ces métadonnées. Donc voilà, ici, bon, cette visionneuse est assez facilement montable sur d'autres sites, intégrable. Ça permet vraiment de partager des images avec toutes les métadonnées qui sont associées. Voilà, donc pour le stockage, on ne sait plus si ça va de temps. Et pour Voyager, que vous connaissez peut-être déjà, qui est une visionneuse qu'on a testée, mais qu'on cherche un peu à améliorer, puisqu'elle ne supporte pas les animations actuellement. Il y aurait peut-être aussi d'autres choses à ajouter. C'est une visionneuse qui permet d'ajouter des annotations assez facilement, parce que là, elle propose un éditeur qui permet ensuite d'enregistrer à côté du modèle un fichier JSON qui contient toutes les annotations qu'on a fait, mais aussi ce qu'ils appellent le tout. C'est ce truc-là qui permet de faire une visite virtuelle du modèle et de montrer toutes ses coutures et de faire des animations de caméra en fait, en venant poser des points d'intérêt. Et donc j'ai pour cette visionneuse, j'ai le viewer, donc là je vais vous montrer l'éditeur, mais le viewer qui lit ce même fichier JSON en plus du modèle, donc qui permet de lire ce qui a été fait pour l'éditeur. En fait. Là, je peux fermer la visite et je peux acheter les notations de test que j'ai mis là. Donc, voilà. Ça, c'est la visionneuse qui a été faite par le Smithsonian. Voilà, donc moi, c'est un peu près tout ce que je... Voilà, et peut-être 2 mots sur les financements, parce qu'on n'est pas du tout passé par les voies classiques liées à la recherche. On a eu des financements qui venaient assez souvent des structures qui soutiennent la culture, que ce soit le ministère lui-même, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes qui à 2 reprises a financé 2 projets, dont la restauration de l'horloge de la Mure. C'était toute une opération qu'on a montée extrêmement rapidement. Et le projet a paru tellement intéressant à nos interlocuteurs de département de l'Isère qu'ils ont ajouté le financement pour que l'horloge soit restaurée, modélisée, exposée dans une vitrine dite holographique. Et de plus, on a fait des enregistrements sonores avec Mylène Pardouin, qui a fait des choses qu'on espère utiliser beaucoup. Donc, comme vous voyez, les financeurs, c'est aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous soutient fortement. Et peut-être 2 mots sur notre partenariat avec Dassault Systèmes, qui nous donne gratuitement l'ensemble de l'essence au moins pour 5 prochaines années. On verra pour la suite, 5 c'est déjà pas mal. Le coût facial des licences, c'est près de 600 000 €, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, c'est quand même loin d'être négligeable. Mais en plus de cela, il nous donne le cloud pour qu'on puisse travailler, il nous accompagne sur beaucoup de sujets, il autorise tout le personnel d'Assaut Systèmes 3D Experience Lab à participer au projet à 10% de leur temps.
ils nous ont désigné la marraine de projet qui est la vice-présidente communication et marketing de Dassault Systèmes. En sachant qu'il abandonne tous les droits. La seule chose qu'il demande, c'est le droit de communiquer sur le fait qu'il soutient le projet. On a le droit de sortir tout ce qu'on veut et après utiliser les logiciels, comme a dit Titouan, de libre accès pour en faire ce qu'on veut. C'est une collaboration qui nous plaît. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et si vous avez des questions, ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Je laisse la parole à la salle pour des questions. Oui. Moi, j'en ai une pour commencer, je pense qu'elle ne pas tant de personnes, c'est comment on arrive à négocier un contrat comme ça avec Il suffit de faire pleurer la vice-présidente pour que les solutions se trouvent toutes seules. En fait, ce qui s'était passé avec Dassault Systèmes, lors d'un des salons de patrimoine où François exposait assez souvent ses œuvres, il a croisé une personne qui travaille chez Dassault Systèmes, David Naon, un certain nombre d'entre vous le connaissent probablement, à qui il a montré ses réalisations, mais il a dit que voilà, malheureusement, je n'ai pas le droit d'avoir la licence, elle est tombée de camion, je l'utilise. Qu'est-ce qu'on fait? Et la réaction de David était tout à fait normale pour nous, en disant ce n'est pas grave, c'est vous qui êtes venus nous voir, on va trouver la solution. Et quelques années plus tard, Dassault a trouvé une astuce pour permettre à un certain nombre de startups et de projets de bénéficier gratuitement des licences. Ils ont lancé une sorte de concours pour les startups qui permet d'utiliser leurs outils pendant un certain nombre d'années gratuitement. Et c'est dans ce cadre-là que François a fait sa présentation qui a beaucoup ému les gens et le résultat de course. Lui, en tant qu'horloger en 4e génération, c'est le start-up d'horlogerie. Merci beaucoup. D'autres questions? Est-ce que vous envisagez de sortir de la dépendance des associations? Oui. Et comment l'envisagez-vous? Mais comme a expliqué Titouan, l'enjeu, c'est sortir in fine les fichiers dans les formats qui sont les formats de libre accès. Mais pour la conception, vous comptez rester avec... Pour les conceptions, déjà, on espère que d'ici 5 ans, on fera l'essentiel de job. Okay. Par ailleurs, nos partenaires suisses qui sont en train de modéliser tout le chapitre qui est lié au mécanisme qui s'appelle la Neuchâteloise, avec le meilleur musée au monde d'horlogerie. Si jamais vous avez l'occasion de venir à la Chaux-de-Fonds, je vous invite fortement de visiter le Musée international d'horlogerie. Ils n'utilisent pas les outils de Dassault, ils utilisent Inventor, je crois. Mais Dassault, à la limite, parfois, elle préfère fermer les yeux. Il faut bien voir que Dassault, c'est une grosse boîte. Dans toutes les grosses boîtes, vous avez des gens qui sont pour, qui sont contre. Les gens qui travaillent sur R&D sont plus que favorables à tout ce qu'on fait, mais ils sont contraints par les services juridiques, par les services comptables, etc. Donc, du coup, ils essaient de trouver les astuces pour que ça se développe quand même. Ils comprennent aussi que pour eux, l'enjeu, c'est aussi de communiquer avec le monde extérieur. Et le but, c'est pas seulement le vendre le produit. En tout cas, c'est pas le leur, c'est peut-être plus les priorités des services comptables. Mais voilà. Donc, on essaie de jouer un peu délicatement sur ce type de nuances. Vous avez une dernière question. Là, dans tout le processus, Olivier Technological, etc., sur tous les formats avec PLTS, etc., les données de travail sont ailleurs sur le cadre de l'assaut. Ce serait intéressant, en part politique, en fait, on utilise aussi, on vient de se mettre au Sharebox du Manu, donc on essaie de tout stocker là. Je pense, enfin, on avait commencé un peu avec le cloud de Dassault, on avait aussi des solutions, mais le but c'était aussi de pouvoir partager avec tous les membres du projet qui n'ont pas forcément un compte sur la plateforme 3 d'expérience qu'on utilise.
Et de toute façon, elle n'est pas non plus super pratique pour échanger avec tout le reste. Donc, nos exports, on les met ensuite sur un autre cloud. Donc, là, en l'occurrence, c'est Sharedocs. Oui, effectivement, au fur et à mesure de construction de projet, on a passé des solutions intermédiaires. On a utilisé le cloud universitaire d'abord. Après, on est en train de basculer sur cloud de Manum. Et idem avec Dassault, on fait le développement chez eux, mais une fois le modèle est fini, on sort et on le met à disposition de tout le monde. Donc, si tout se passe bien, les 2 premiers chapitres seront accessibles pour le Noël. On va demander au Père Noël qu'il bosse bien d'ici là. Et l'année prochaine, on devrait pouvoir ajouter 2 chapitres sur la Neuchâteloise et un gros morceau sur l'horloge d'édifice, qui sera un chapitre très international. On discute aussi à l'extérieur, mais on n'arrive pas à discuter avec tout le monde. On est vraiment mal staffé de ce côté-là. Ok, merci beaucoup.